Vous êtes sur la Web TV et sur les réseaux sociaux du Journal Toulousain. Nous sommes avec François Fillon dans le cadre de l'élection à la présidence de l'UMP. Vous êtes prêts? Suivez-moi. Sacha Briand, bonsoir. La campagne de l'UMP, elle a pris un tournant un peu musclé là, ces derniers jours. Ça vous inquiète dans notre Garonne ou pas du tout? Non, ça ne m'inquiète pas. Dans les derniers jours, la tension monte, c'est normal. Il y a des petites phrases, mais les petites phrases ne comptent pas. Je crois que ce qui compte, c'est vraiment le choix que les adhérents feront dimanche sur la stratégie. Et la stratégie proposée par François Fillon, chacun l'a compris, c'est de rassembler le plus largement possible et de parler à tous les Français. Alors François Fillon a, dans une interview, dit qu'il fallait faire attention à ne pas se droitiser, mais être le plus large possible, à s'adresser à la droite, au centre et même à la gauche, il a dit. C'est votre opinion? Moi j'ai constaté par mon engagement depuis des années que pour gagner une élection, il fallait souvent faire plus de 50%. Et pour faire plus de 50%, il nous faut aller chercher les électeurs du Front National qui se sont laissés berner, il nous faut aller chercher les électeurs du centre, mais également les électeurs de gauche qui parfois ont pu croire aux promesses du candidat socialiste et sont aujourd'hui trompés. Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon président de l'UMP? Il faut cette capacité de rassemblement qui caractérise François Fillon. Il faut cette volonté d'incarner pour la France une alternance et une espérance pour les Français. Xavier Spanghero, on est à quelques jours de l'issue de cette élection. Déjà, comment elle s'est passée en Haute-Garonne pour vous? Elle s'est passée avec beaucoup d'enthousiasme, malgré les défaites de mai et de juin. On a gardé, les adhérents sont concernés, quoi qu'on en dise. Ils sont présents, ils sont intéressés, il y a du monde aux réunions, comme je pense qu'on va le voir encore ce soir, donc je pense que c'est positif. Le fait que le responsable de la campagne de Jean-François Copé ici, donc vous, soyez présent à la soirée de François Fillon, c'est quoi? C'est un signe d'unité à l'UMP? Oui, je pense. Et je pense qu'on est plus unis que ce qui peut se dire par ailleurs. On a fait des débats pendant 2 mois pour la campagne et en fait on s'aperçoit que sur 80% des choses on est d'accord. On a des différences, des singularités. Il y a 2 caractères qui sont très différents entre Jean-François Copé et François Fillon, mais sur l'essentiel, sur le fond, sur les valeurs, on est d'accord. Qu'est-ce qui fait qu'on puisse soutenir François Fillon? Tout d'abord, parce que François Fillon est l'homme vraiment du rassemblement. C'est un homme qui comme je l'avais dit précédemment, permet de rassembler des électeurs centristes comme des électeurs qui sont plus droitisés. Et puis de toute façon c'est aussi de par son expérience qu'on peut le choisir, des 5 ans qu'il a fait en tant que Premier ministre auprès de Nicolas Sarkozy. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire. Et puis bon, c'est plus un choix sur la forme que sur le fond. Parce que nous avons les mêmes idées avant tout, donc voilà. Alors justement, l'ambiance avec les soutiens de Jean-François Copé, elle se passe comment à quelques jours de l'issue du scrutin? Écoutez, ça se passe bien à partir du moment où tout le monde a compris que nous sommes dans le même camp, nous défendons les mêmes valeurs, donc voilà, comme j'ai dit, ça reste vraiment sur la forme et pas sur le fond, donc on reste quand même rassemblés avant tout. Est-ce qu'on reçoit François Fillon comme on a reçu Jean-François Copé à Toulouse? On reçoit François Fillon de la même manière qu'on a reçu Jean-François Copé à Toulouse, avec une salle différente, dans une commune différente, mais de la même manière. Quelle est pour vous l'atmosphère qui règne dans la fédération dont vous êtes la secrétaire? Est-ce que tout se passe bien entre les pro-Copé et les pro-Fillon? Alors, tout se passe bien et j'y veille, c'est mon rôle. Et j'y veillerai jusqu'à dimanche soir, dépouillement inclus. Maintenant, je pense aussi très sincèrement qu'il est temps que ça se termine. Cette campagne a été, à mon goût, à peine un petit peu trop longue. Et il est temps désormais qu'on élise donc le président de notre parti et que ce soit François ou Jean-François, qu'à partir de lundi, on travaille tous derrière lui. Comment ressort la fédération UMP de Haute-Garonne après cette élection? Comment on ressort de ce combat entre Fillon et Copé? Alors je vous le dirai dimanche soir parce que nous ne sommes que jeudi, mais je suis heureux parce que nous avons réussi il y a 3 semaines la réunion avec Jean-François Copé, il y avait beaucoup de ferveur, et puis ce soir nous avons réussi également la réunion avec François Fillon, beaucoup de monde, une très grande écoute, une grande qualité. Et je suis heureux parce que chacun ait sa préférence, que chacun préfère l'un ou l'autre, c'est naturel, c'est normal, il y a un débat, mais on a ressenti quelque chose et surtout ce soir, c'est que de toute façon, et je l'ai dit, nous sommes la même famille et qu'une fois que ce débat sera clos, dans 3 jours, eh bien, nous marcherons ensemble
avec une nouvelle dynamique, j'en suis certain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré la défaite d'il y a 6 mois, les militants sont restés mobilisés. Il n'y a pas eu de vague à l'âme, Vous l'avez vu, la salle était pleine et la salle Mermoz, la remplir, c'est pas forcément très facile. La salle de l'Union, il y a 3 semaines, était pleine aussi. Et c'est rare, effectivement, de voir qu'un parti qui a perdu la présidence de la République, qui a perdu les élections législatives, qui a perdu le Sénat, soit à ce point capable de mobiliser si vite. Je crois que ça en dit long sur l'état de l'opinion et sur le fait que, certes, François Hollande a été élu, on ne conteste pas, mais visiblement, il n'y a pas d'adhésion. Et le fait d'avoir un cap politique extrêmement incohérent, extrêmement brouillé, je crois que ça remobilise les nôtres. Et ça me va parce que nous avons des combats à mener. Dans moins d'1 an maintenant, nous commencerons le combat municipal dans les communes de la Haute-Garonne. Et il faut que nos militants soient là. Et visiblement, ils sont déjà là. Alors justement, dernière question. François Fillon a dit à la tribune, Jean-Luc Moudenc, c'est l'homme pour reconquérir la mairie à Toulouse. Vous êtes prêts? Écoutez, dès le lendemain de ma défaite en 2008, j'ai décidé de continuer le combat. Parce que je suis un homme à ne pas laisser les choses, à ne pas abandonner, à ne pas baisser les bras. J'ai beaucoup de ténacité. En cela, d'ailleurs, je me reconnais dans un certain trait de caractère de François Fillon. Et donc, je mène ce combat depuis 4 ans et demi. Beaucoup sont autour de moi et je suis sûr que dans les mois à venir, les troupes vont grossir, la mobilisation va se faire et en tout cas, nous allons pouvoir proposer un projet nouveau aux Toulousains et ce projet, nous allons y travailler ensemble dans les mois à venir. Donc c'est une campagne qui s'est déroulée pour la campagne que j'ai faite, pour la campagne que j'ai vue, d'une façon formidable. Parfois quand je lis les échanges entre les uns ou les autres, j'ai l'impression que c'est une autre campagne. Merci à vous tous d'être là dans cette salle Jean Mermoz. Merci aussi à l'équipe technique de Michael Dejean. Merci aux bénévoles qui ont mis en place la salle. Merci à l'irremplaçable Olga. Vous voyez Olga, elle est par là. Bien. Et puis merci à toute l'équipe départementale autour de Laurence Arribagé qui a organisé cet événement. Mon cher François, je te souhaite la bienvenue à Toulouse. Bienvenue chaleureuse. Il y a quelques mois, tu étais là. Au mois d'avril dernier, avec Alain Juppé, avec François Barouin, nous avions fait une bien belle réunion dans la ville au nom prédestiné de l'Union. Et puis, quelques semaines plus tard, tu avais eu la gentillesse de revenir et de clôturer la campagne de premier tour des élections municipales, des élections législatives, pardon, des élections législatives, un lapsus. Des élections législatives à la 3e circonscription, aux côtés de Laurence Arribagé et moi, et puis de porter également témoignage d'amitié à Sacha Briand, qui menait un combat d'une circonscription voisine. Alors, venir à Toulouse, c'est venir nous aider à soulever la chape de plomb socialiste dans une terre où le règne de la pensée unique est notre lot quotidien. Et nous en avons eu un exemple encore ces derniers jours. Il a suffi que je prenne position la semaine dernière sur des questions de remise en cause du mariage et de la filiation, pour que dans la foulée soient déchaînées des polémiques, des attaques personnelles, des déformations de réalité inacceptables.
Et face à la caricature, j'ai fait ce matin une conférence de presse pour mettre les choses au point. C'est vrai que défendre une position différente face à 9 autres députés, qui sont tous des députés socialistes, eh bien, c'est une difficulté, mais c'est une difficulté qui nous encourage à aller de l'avant. Comme Premier ministre, pendant 5 ans, en période de crise, tu les as particulièrement mises en œuvre. Et puis, comme candidat, depuis plusieurs mois, également, et ce n'est pas une cheville récalcitrante qui t'a empêché de continuer la route, je sais ce que c'est. Et puis, parce que le calendrier électoral est là, le nécessaire rassemblement pour les élections municipales, ici et ailleurs. Mais il n'y a pas de rassemblement sincère et qui tienne sans le respect des diversités, de la personnalité des uns et des autres, de la sensibilité des uns et des autres. Et je crois que depuis le début, depuis 10 ans que l'UMP existe, la richesse de l'UMP, c'est justement sa diversité de tempérament et de tradition politique. Alors dimanche soir sonnera, j'ai envie de dire enfin, l'heure de notre unité dans un nouvel élan. La campagne interne s'achève et je crois que c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'il est temps de nous mettre en ordre de bataille. Il est temps de concentrer notre énergie à combattre le pouvoir socialiste qui ne fait pas les bons choix pour la France, et François vous le dira. Et il est temps de préparer les échéances locales. Alors pour tout cela, oui, nous avons besoin de clore le débat et d'aller de l'avant. Et nous, Fédération de la Haute-Garonne, nous travaillerons avec celui qui sera élu et nous le ferons dès dimanche soir. Cher François, chers amis des 8 départements de l'IPRD, chers élus, chers cadres de la Haute-Garonne, quel plaisir de vous retrouver ce soir dans la dernière ligne droite pour le choix de cette équipe qui va conduire la destinée de notre parti, en sachant que, comme vient de le dire à l'instant Jean-Luc Gaudin, comme l'a dit François Fillon, comme l'a dit Jean-François Copé, au lendemain du dimanche soir, de toute façon, les deux équipes seront rassemblées. Je voudrais vous exprimer en quelques mots et très rapidement, parce que c'est François Fillon ce soir la vedette, quelles sont les raisons pour lesquelles j'ai affiché, depuis bientôt plus d'un mois, mon choix pour François Fillon. Je crois que tout le monde l'a dit, mais on dit que la pédagogie c'est l'art de la répétition. Le maître mot de François Fillon, dès le départ, dès le début, dès l'origine, ça a été le mot de rassemblement. Nous sommes en effet dans une période où les Français, et pas seulement les militants UMP, sont très affligés, ont besoin d'apaisement, ils sont dans une période de doute, due à la crise économique, la crise sociale, mais la crise politique aussi. Quand on voit les dérives de ce gouvernement avec ce bateau ivre, son capitaine, devenu d'ailleurs ministre de la Justice, il décide de tout, il ordonne des enquêtes préliminaires, des instructions, il est extraordinaire, on entend plutôt Bira, d'ailleurs c'est peut-être pas plus mal. Et je trouve que vous avez suivi cet incident assez grave qui s'est passé avec ce gouvernement mardi. Vous avez le culot de dire, en s'adressant à la droite parlementaire, le retour du terrorisme, c'est vous. Eh bien, le mot de terrorisme, il ne faut pas l'employer à l'échelle. Dans cette région qui a été marquée, Montauban et Toulouse, par cette terrible affaire Mohamed Merah, le terrorisme, ça a un sens. Ça veut dire qu'il est proche de chez nous, et ça veut dire qu'il faut savoir s'attaquer avec les armes qu'il faut. Alors, j'estime que Manuel Valls a un peu d'avisme, et qui se souvenait qu'à l'époque où il siégeait comme simple député d'opposition sur les bancs de l'Assemblée, il avait un tout autre discours dans ce domaine. Et qu'à ce titre déjà, c'est pas seulement des retraits qu'il aurait dû présenter à l'opposition d'aujourd'hui, mais de véritables excuses. C'est un vrai scandale qu'il ose dire que le retour du terrorisme, c'est nous, alors que la LOPSI 2, la loi sur la sécurité intérieure que nous avons faite en 2011,
qui précisément devait permettre de lutter de façon plus efficace contre le terrorisme, contre la menace du radicalisme, contre la criminalité organisée, c'était pas nous, c'était pas eux, c'était nous. Et qu'à cette époque-là, les socialistes, bien sûr, avaient voté contre. Aujourd'hui, ils nous annoncent qu'il va reprendre des lois qu'ils ont non seulement combattues en tant que députés, mais que Mme Taubira s'est empressée d'anéantir dès qu'ils ont repris le pouvoir. Alors, je voudrais rappeler, qui s'est opposé à la vidéosurveillance, au croisement des fichiers de renseignement? C'est vous, pas vous dans la salle, les socialistes. Qui s'est opposé au traitement des données informatiques liées à la téléphonie, à l'utilisation des réseaux IP qui précisément ont permis de retrouver Mohamed Merah aussi rapidement? C'est vous, Manuel Valls. Qui s'est opposé à la nouvelle loi sur le terrorisme qui a été proposée par Nicolas Sarkozy précisément après cette affaire Mohamed Merah pour imposer un contrôle un peu plus serré d'un certain tourisme particulier chez les talibans? C'est vous qui continue à supprimer tous ces textes. C'est encore vous, le gouvernement en place, qui continue à diviser les Français. C'est vous. Alors, force est de constater aujourd'hui, il n'y avait pas lieu d'en prendre en page, comme l'a dit Éric Ciotti à l'Assemblée, qu'effectivement, aujourd'hui, on rencontre dans tous nos territoires un accroissement des crimes et des délits. Mais nous ne disons pas, nous, qui sommes responsables. Nous disons simplement, dès qu'ils sont arrivés au pouvoir, en annulant toutes les lois que nous avions prises, notamment Mme Taubira, avec la suppression des peines planchées, la fermeture des prisons, etc., eh bien, ils ont donné de mauvais signaux à la délinquance et à la criminalité, et ceux-là, oui, ils en sont responsables, et j'espère qu'ils vont prendre un nouveau chemin. Il nous faut donc voter sans état d'âme François Fillon. Merci beaucoup, mes amis, je vais accueillir François Fillon. Merci de cet accueil chaleureux. On n'attendait pas moins dans cette ville de Toulouse et dans cette région où je suis déjà venu 2 fois il y a si peu de temps pour mener le même combat, pour mener ce combat pour nos valeurs, pour mener ce combat que nous n'avons pas gagné et qu'il faut que nous gagnions pour notre pays. Je parcours depuis le début du mois de septembre avec Valérie Pécresse, avec Laurent Wauquiez, avec Éric Ciotti, je parcours la France. J'ai animé près d'une centaine de réunions, ce qui n'est pas trop mal pour quelqu'un qui a le pied cassé. Et je suis ce soir à Toulouse alors que nous nous approchons de la fin de cette campagne. Je veux d'abord saluer tous les militants qui sont ici et qui représentent les fédérations du Tarn et Garonne, de l'Ariège, du Lot, des Hautes-Pyrénées, de l'Aveyron, du Gers, et puis bien sûr tous les militants de Toulouse et de votre fédération, et vous me permettrez de dire toute mon amitié, tout mon soutien, tout mon respect, toute mon admiration au président de votre fédération, à Jean-Luc Moudenc. Je suis heureux de l'avoir soutenu, je suis heureux de vous remporter ce mandat. Et je veux lui dire qu'on a besoin de lui. On a besoin de lui pour reprendre la ville de Toulouse. On a besoin de lui pour ramener cette ville de Toulouse dans le giron de notre ville politique. Et il peut le faire. Il peut le faire parce qu'il en a les qualités. Il peut le faire parce qu'il est capable de rassembler. Il peut le faire parce qu'il peut incarner à la fois les valeurs du centre, les valeurs de la droite. Il peut même aller au-delà. Parler au plus grand nombre des habitants de cette ville et leur montrer que la direction qu'ils ont prise avec un maire socialiste, avec un maire qui est sectaire, avec un maire qui n'incarne pas ce dynamisme de Toulouse, eh bien, lui peut faire ce rassemblement. Je vous demande d'apporter tout votre soutien à Jean-Luc Moudenc. Laurence Arribagé, votre secrétaire départemental, et lui dire que notre parti repose sur ses secrétaires départementaux.
Il repose sur leur engagement, il repose sur leur loyauté, il repose sur leur capacité à arbitrer tous ces conflits qui sont naturels dans une grande famille politique comme la nôtre. Et le rôle du secrétaire départemental, surtout à la veille de cette élection, c'est de faire en sorte que l'élection se passe bien. C'est de faire en sorte que ce soit une belle élection. Et une belle élection, c'est une élection où il y a une forte participation, et c'est naturellement une élection que personne ne devra pouvoir contester. Je veux dire combien je suis heureux d'avoir Brigitte Barège à mes côtés, combien je suis heureux qu'elle me soutienne, combien je suis heureux qu'elle aille porter ma parole. Je veux remercier Sacha Briand, j'étais venu le soutenir, c'est un talent, c'est un espoir, il est aujourd'hui mon porte-parole, merci. Parce que si on laisse les Français seuls face à leurs désillusions, alors ils risquent d'aller vers la crise politique. Ils risquent de chercher d'autres moyens d'exprimer leur mécontentement. Et comme il n'y a pas d'élection présidentielle, d'élection législative avant 4 ans et demi, oui, le risque d'une aventure, le risque du conflit social, le risque de la violence existe quand un gouvernement est déjà décrédibilisé au tout début de son mandat. L'espérance, c'est le cœur invincible de la République. Et je veux vous dire que ce cœur, il ne doit pas flancher, il ne flanchera jamais. Parce que, pour nous, à l'UMP, la France, au fond, c'est notre seconde famille. Et une famille, on la défend. Et on la défend avec courage et avec générosité. J'avais choisi pour ma campagne un slogan que je ne regrette pas. Ensemble, soyons les militants de la France. La voix des militants, c'est-à-dire la vôtre, elle est venue amplifier depuis le début du mois de septembre cette marche militante que j'ai engagée avec vous. Et cette voix, je veux que le 18 novembre, elle touche aussi au-delà des militants, au-delà des adhérents de notre famille politique, ces millions de sympathisants et d'électeurs qui attendent ce sursaut, qui espèrent le sursaut de notre pays. Cette voix, je veux qu'elle monte vers tous les Français qui sont en train de découvrir l'impasse socialiste. Je veux qu'elle monte vers tous ceux qui, élus sur des illusions mensongères, cette majorité socialiste, commence à vaciller. C'est à nous de les faire vaciller. C'est à nous. Je veux vous dire, mes amis, que je ne regrette rien. Je ne regrette rien de ce quinquennat tonitruant. J'assume ces réformes. Parce que quand on sert la France, on ne s'excuse pas de son audace et on ne s'excuse pas d'avoir dit la vérité. J'assume avec Nicolas de n'avoir jamais cédé aux intimidations de la rue. Parce que lorsque l'intérêt national est en jeu, moi, je ne transige jamais. C'est vrai que nous n'avons pas tout réussi. Mais personne ne peut dire que nous n'avons pas osé. Et j'ai la conviction que l'histoire donnera ses lettres de noblesse à ces années courage, à ces années où nous nous sommes battus contre la crise et pour le changement. Vous savez, avec Nicolas, pendant 3 ans, à partir du moment où la crise économique européenne nous a frappés, nous n'avons eu qu'une seule obsession: empêcher l'économie française de s'effondrer, empêcher l'économie française d'entrer durablement en récession. Et nous nous sommes battus matin, midi et soir pour cela. Et nous avons réussi, parce que nous avons empêché l'économie française d'entrer en récession. Nous sommes restés du bon côté. Si nous étions entrés en récession, ça veut dire que nous aurions basculé du côté de l'Espagne, du côté de l'Italie, du côté du Portugal, du côté de la Grèce. Et alors sans doute, la monnaie européenne elle-même aurait vacillé. Parce que l'Allemagne, quelle que soit sa force, n'aurait pas pu tirer toute seule un train dont tous les wagons étaient en récession. Oui, c'était notre obsession. Et pour réussir à éviter cet effondrement qui menaçait l'économie française, nous avons dû prendre des décisions difficiles. Nous avons dû prendre des décisions dures. Nous avons dû, sans doute, parfois heurter nos concitoyens. J'utilise souvent cette image, Nicolas et moi, on a été des pompiers. Et quand les pompiers essayent d'éteindre un incendie, chacun sait, ils font des dégâts. Alors oui, c'est vrai, on a fait des dégâts. Et certainement que des Français nous l'ont reproché, et c'est la raison pour laquelle ils ont choisi de voter pour ceux qui leur chantaient une chanson plus agréable.
une chanson plus aimable, une chanson plus facile, il n'y a pas de crise. Et vous allez voir, il suffit de faire payer quelques personnes très riches et on va sauver l'économie française. C'est la raison pour laquelle nous avons été battus. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien, maintenant que les pompiers sont partis, eh bien l'incendie a repris de plus belle et personne n'est plus là pour empêcher l'effondrement de l'économie française. Et on va tout droit en 2013 vers la récession. On va tout droit vers la récession quand on voit que notre économie est à zéro et que les socialistes ont décidé d'ajouter 20 milliards d'euros d'impôts sur cette économie qui est déjà une économie asphyxiée. Donc près de 11 milliards sur les seules entreprises. Oui, le 16 mai 2012, j'ai quitté Matignon avec le sentiment d'avoir fait mon devoir. J'ai songé un moment à prendre un peu de recul. 5 ans à Matignon, 5 ans à travailler sous l'autorité de Nicolas Sarkozy, ça mérite quelques vacances, ça mérite un peu de repos. Mais notre défaite m'a empêché de le faire. Mon devoir m'a rappelé au vol. Mon devoir à votre égard, vous les militants qui, durant toute la campagne présidentielle et législative, avez donné tout ce que vous pouviez donner et m'avez fait confiance. Je me souviens de toutes ces réunions. J'en ai animé plus de 40 pendant la campagne présidentielle et quasiment autant pendant la campagne législative. Je me souviens de ce que vous me disiez à la fin de la réunion, au moment qui est le plus intéressant finalement, quand on se parle. Vous m'attrapiez par le bras et vous me disiez, pour beaucoup d'entre vous, ne lâchez pas. Eh bien, je n'ai pas lâché et je veux vous dire ce soir que je ne lâche rien. Mais le monde s'est réveillé et il est en train de prendre sa revanche. Depuis une vingtaine d'années, vous le voyez bien, des puissances immenses se sont dressées, elles sont en quête de progrès et elles sont en train de rafler les uns après les autres tous les marchés dont nous avions le monopole. Quand chez nous, on tente avec bien des difficultés de sauver une entreprise, ces pays sont en train d'en créer des dizaines de milliers. Quand chez nous, les 35 heures redeviennent tabous, ces pays travaillent jour et nuit pour fabriquer les produits qui inonderont la planète. On n'a pas le droit de leur lancer la pierre. Parce qu'au fond, ce que font ces peuples, ce que font les Chinois, les Indiens, les Coréens, le continent asiatique tout entier, c'est quoi? C'est ce que nos parents, nos grands-parents et nos arrière-grands-parents ont fait pour nous. Ils travaillaient 12 heures par jour dans les champs, dans les usines, dans les laboratoires, et c'est eux qui ont bâti la fortune de notre pays. Alors face à ce basculement de l'histoire, c'est vrai, il faut le reconnaître, la France et l'Europe ont tardé à prendre les mesures énergiques nécessaires pour livrer la bataille économique. Et alors, un processus de déclin a commencé. Année après année, nos marchés se sont rétrécis, nos richesses ont décru, et nous nous sommes endettés à plus soif pour maintenir quand même, coûte que coûte, le mode de vie qui était le nôtre. Eh bien maintenant, c'est l'heure de vérité. Notre économie est à plat, nos créanciers réclament leur dû, et il y a un grand doute qui pèse sur l'avenir du continent européen tout entier. Pendant sa campagne, François Hollande a nié tout ça. Il a refusé de le voir. Il a refusé de dire la vérité aux Français. Il a nié la crise. À force de croire que tout allait se réenchanter, comme il disait, par sa seule présence, il a fini par penser qu'il pouvait être un président normal. On connaît la suite de l'histoire. 2 mois après son élection, le président découvre la crise. Pendant l'été, j'ai eu l'espoir que cette découverte tardive le conduise enfin à changer de politique. Et si vous vous en souvenez, je l'ai interpellé en lui disant « Devenez le chef de l'État ». C'était pas ironique, ça m'avait pas échappé qu'il avait été, hélas, élu président de la République. Je voulais simplement lui dire « Assumez les institutions de la Ve République, ces institutions qui donnent au chef de l'État la capacité de se détacher des scories partisanes pour prendre en charge l'intérêt général. » J'avais envie de lui dire, au fond, ce que le général de Gaulle disait, devenez l'homme de la nation. L'homme de la nation, c'est celui qui est capable de déplaire à ses amis pour défendre l'intérêt de son pays. C'est celui qui est capable de mettre de côté
le projet socialiste parce qu'il n'est absolument pas adapté à la situation de notre économie pour mettre en place un vrai projet de redressement national. Plutôt que d'imiter les accents de François Mitterrand, François Hollande aurait pu s'inspirer de Pierre Mendès France. Il aurait pu, comme le chancelier socialiste Schröder, être celui qui amplifie la modernisation du pays. Il aurait pu appeler nos concitoyens à travailler un peu plus. Il aurait pu soutenir nos entreprises au lieu de les dénigrer et de les étouffer. Il aurait pu continuer à renforcer l'État en poursuivant l'effort de réforme que nous avions entrepris au lieu de reprendre le recrutement de fonctionnaires et la machine à dépenser. Mais il ne l'a pas fait. Je vais peut-être vous choquer, s'il l'avait fait cet été, moi je l'aurais soutenu. Parce que pour moi, mon pays, c'est plus important que mon parti. Et je suis inquiet de la direction de mon pays. Parce qu'elle mène une véritable catastrophe. À diriger notre pays, soutenu par le Parti Socialiste, encore que des fois, on s'aperçoit que c'est difficile d'avoir le soutien du Parti Socialiste, enfin, mais l'homme du rassemblement, c'est pas ça. L'homme du rassemblement, c'est celui qui est capable de parler à tous les Français en même temps. C'est celui qui est capable de tendre la main à tous les Français dont on a besoin pour engager l'œuvre de redressement national. Il ne l'a pas fait. Alors il y a des observateurs qui disent qu'il ne l'a pas fait par idéologie. Moi je trouve que c'est lui faire beaucoup de crédit que de penser qu'il a une idéologie. La vérité c'est qu'il n'a aucune idéologie. Il a seulement gâché ses chances par sectarisme. Et ce sectarisme, nous l'avons ressenti le premier jour de son installation, lorsque François Hollande a ostensiblement tourné le dos à Nicolas Sarkozy sur le perron du Congrès. C'était d'abord un geste discourtois et humiliant pour les millions d'électeurs qui n'ont pas voté socialiste. Mais c'était surtout un geste qui n'était pas à la hauteur des responsabilités de celui que les Français venaient choisir pour conduire la 5e puissance économique du monde. Ce sectarisme, il est dans les propos blessants de François Hollande à l'égard des investisseurs, à l'égard des entrepreneurs, qui seraient selon lui coupables de la crise, coupables des licenciements, coupables de ne pas produire plus de voitures en France. Franchement, l'entreprise Peugeot, qui a plus d'un siècle d'histoire, ne méritait pas les critiques publiques d'un gouvernement d'amateurs qui était là depuis moins de 100 jours. Ce sectarisme, je le vois dans cette volonté aveugle de faire aboutir coûte que coûte des projets aussi sensibles et aussi conflictuels que celui du mariage homosexuel, celui de l'euthanasie ou celui du droit de vote des étrangers non communautaires de l'élection locale. Je dois vous dire que je suis farouchement hostile à ces projets et que je les combattrai sans relâche pour des raisons politiques, mais aussi pour des raisons philosophiques. Il ne faut pas détruire la filiation qui fonde le cadre civil et moral de la famille. Le gouvernement refuse le débat que nous lui avons demandé. Nous avons demandé au gouvernement d'organiser un grand débat national sur cette question, pour que tous les Français puissent mesurer la gravité d'une réforme qu'on leur propose pour le moment sous le seul angle des sentiments. Alors qu'en réalité, c'est pas ça le sujet. C'est une réforme qui remet en cause un des piliers de notre société. Alors moi, je vous le dis, je vais faire comme François Hollande, moi, président de l'UMP, j'organiserai dans chaque département un grand débat auquel nous convierons tous les Français et auquel nous convierons les spécialistes de la famille pour éclairer tous nos concitoyens sur des enjeux qu'on leur dissimule sciemment. Je veux aller plus loin que la protestation. Je veux mobiliser la conscience des Français parce que c'est la seule chance que nous avons de faire reculer le gouvernement sur un projet qui est un projet qui n'a pas été réfléchi,
et qui est dangereux pour l'avenir de la société française. À la fin de vie, je vous le dis, bien sûr, on connaît tous des situations difficiles dans ces familles, et je viens même d'en connaître une. Mais ça ne nous donne pas le droit de légiférer sur le droit de donner la mort. On ne peut pas écrire dans la loi le droit de donner la mort. Nous avons avec Jean Leonetti, qui est un des centristes qui m'a apporté son soutien, nous avons écrit un texte législatif qui donne toutes les possibilités pour faire face à ces situations difficiles. Mais je vous le dis, il y a des moments où les principes doivent prévaloir sur le pragmatisme. Et s'agissant de la mort, nous n'avons pas le droit d'écrire dans un texte les conditions dans lesquelles on doit mourir. Sur le vote des étrangers, non, il ne faut pas sectionner la citoyenneté de la nationalité. Parce que si la République est indivisible, c'est qu'elle est une et unique. Nous n'avons pas le droit de donner le vote aux élections locales à des hommes et des femmes qui ne sont pas citoyens français, c'est-à-dire qui n'adhèrent pas aux valeurs qui sont les valeurs de la République française. On n'est pas xénophobe. On ne croit pas que les étrangers qui vivent depuis longtemps sur notre territoire ne seraient pas capables de porter un jugement sur la gestion des équipes municipales. Mais on dit qu'à la minute où on accepte que quelqu'un qui n'est pas citoyen français vote aux élections locales, on accepte qu'il y ait un vote communautaire, on accepte qu'il y ait des listes communautaires, et on accepte qu'un jour en France, dans une ville, il y ait une majorité qui porte un projet communautaire contraire aux valeurs de la République française. Et tous ces journalistes qui se sont esbaudis de la performance du président de la République lors de sa conférence de presse, alors que la France est en crise depuis 5 ans, eh bien il s'extasie encore de voir qu'un gouvernement de gauche peut finalement découvrir la réalité économique. Alors pour alléger le coût du travail, nos coperniciens ont décidé d'installer un crédit d'impôt qui va être d'une complexité kafkaïenne pour les entreprises. Un crédit qui leur sera octroyé en 2014, à condition qu'elles soient bien sages, à condition qu'elles se portent bien et à condition qu'elles se plient à une avalanche de contrôle. Donc il n'y aura pas de baisse des charges. Mais par contre, l'augmentation de la TVA que François Hollande avait condamnée avec les mots les plus durs, en indiquant que jamais il n'augmenterait la TVA parce que c'était l'impôt le plus injuste pour les classes populaires, eh bien cette augmentation de la TVA, elle aura bien lieu. Avec Sarkozy, vous aviez la baisse du coût du travail et la hausse de la TVA. Avec Hollande, vous avez la hausse de la TVA, mais sans la baisse du coût du travail. Croyez-moi, si j'ai l'honneur d'être votre président, je saurais trouver les mots pour expliquer aux Français que nos candidats aux municipales ne sont pas seulement les meilleurs pour nos villes, mais qui sont aussi les meilleurs pour la France. C'est vrai qu'il y a des centristes, c'est vrai qu'il y a des libéraux, c'est vrai qu'il y a des gaullistes, c'est vrai qu'il y a des conservateurs de droite dans notre famille politique, et ils ont le droit d'exprimer leurs idées et de participer à la construction de ce projet. Mais il y a bien un moment où il faut choisir, il y a bien un moment où il faut arbitrer. Ça sera bien sûr le travail du président de l'UMP. Mais quand ça sera très difficile d'arbitrer, alors je vous demanderai votre avis. Parce que le jour où vous aurez choisi majoritairement la ligne politique de l'UMP, alors elle sera légitime pour tout le monde. Et personne ne pourra en contester l'efficacité et la légitimité par rapport aux sensibilités de notre famille. Enfin, je sais que vous souhaitez désigner celui qui sera votre candidat en 2017 pour les élections présidentielles. Eh bien, je vous propose que ce soit vous qui le choisissez, à travers des primaires ouvertes à tous nos sympathisants et à tous les électeurs de la droite et du centre qui souhaiteront y participer. C'est donc vous et personne d'autre qui jugerez celui qui est le plus à même de rassembler et de gagner. Sur ce sujet, j'ai toujours fait preuve de la plus grande franchise. Je vous le dis, si j'ai votre confiance le 18 novembre, et si les conditions de notre succès en 2017 se portaient sur moi, alors oui,
je serai candidat à ce rendez-vous électoral. Le devoir de votre prochain président, c'est pas d'être le vis-à-vis remuant d'Arlène Désir, de Marine Le Pen ou de Jean-Luc Mélenchon. Le devoir du prochain président de l'UMP, c'est d'être, aux yeux des Français, celui qui conteste au président de la République le pouvoir de parler seul de la France. C'est dans cet esprit que je vous ai présenté une équipe. Si vous choisissez de nous faire confiance, le secrétaire général de l'UMP s'appellera Valérie Pécresse. Je vais prendre à la demande de Valérie Pécresse plusieurs fois par semaine la décision d'envoyer les forces de police et de gendarmerie pour dégager les manifestants qui occupaient les facultés et les universités. Ça s'appelle le courage. C'est pas seulement des discours. Si vous me faites confiance, c'est Laurent Wauquiez qui sera le vice-président de notre formation politique. J'ai besoin de vous pour convaincre les indécis. J'ai besoin de vous pour entraîner ceux qui hésitent à aller voter. Je vous demande le 18 novembre de faire entendre une voix forte et une voix rassemblée. Je veux que le 18 novembre, tous les Français qui nous regardent sentent que quelque chose est en train de changer. Mieux, je veux que le 18 novembre, la gauche sente que le vent de la victoire va bientôt tourner. Je veux que le 18 novembre, l'espoir change de camp.